L'ouragan Dorian frappe de plein cœur le continent américain. Après avoir dévasté les Bahamas il y a une semaine, il s'est dirigé lentement au sud des États-Unis, ravageant tout sur son passage. Le bilan provisoire est de 7 morts, des millions de personnes évacuées et des dégâts matériels considérables. L'intensité de Dorian est-elle inédite? Comment se forment de tels phénomènes météorologiques? Éléments de réponse dans ce journal. En France, le coup d'envoi du Grenelle de lutte contre les violences conjugales a été donné par Édouard Philippe ce mardi. Malgré une législation renforcée et la multiplication des campagnes de prévention, la violence subie par les femmes reste un véritable fléau dans notre pays. Enfin, notre grand angle ce soir nous emmènera à Venise, l'une des villes les plus visitées d'Europe, aujourd'hui menacée par le tourisme de masse. Si celui-ci est une opportunité économique indéniable pour la capitale de la Vénétie, il est de plus en plus rejeté par les habitants et peut constituer une menace pour l'avenir de la ville. Nous verrons quelles mesures ont été prises pour faire face à la saturation touristique de celle que l'on surnomme la Sérénissime. Voilà pour les titres, bonsoir et bienvenue à tous. Le président américain Donald Trump l'a qualifié de monstre absolu. L'ouragan Dorian a déversé ses pluies torrentielles dans les rues des Bahamas avec des vents dépassant les 300 km/h. Le Premier ministre des Bahamas parle de tragédie historique. Face à l'ampleur des dégâts, des millions de personnes ont été évacuées, 13 000 maisons ont été détruites. Le dernier bilan humain s'élève à 30 morts. Palmiers déplumés, maisons éventrées, carcasses de voitures flottant à perte de vue dans une mer de ruines. Des vues aériennes diffusées mardi ont révélé l'ampleur de la dévastation dans les Bahamas après le passage de Dorian. Les îles Abacos et Grand Bahama sont restées coupées du monde toute la semaine. Plus de 60 000 personnes auraient besoin d'aide alimentaire aux Bahamas, a estimé l'ONU, qui s'apprête à participer à 2 équipes d'évaluation, notamment avec des experts du Programme alimentaire mondial. Classé dans la catégorie maximale 5 au moment de frapper les Bahamas, Dorian a faibli depuis. Il a été rétrogradé en catégorie 2 avec des vents atteignant 175 km/h dans la journée de mercredi où l'ouragan se trouvait à plus de 170 km à l'est de la ville de Vero Beach en Floride. Il est ensuite remonté vers le nord en parallèle de la côte de la Floride à la vitesse de 9 km/h. Le long des plages de cet état, des vents d'une force d'une vitesse tropicale allant jusqu'à plus de 100 km/h ont pu être ressentis. À Port-Sainte-Lucie, environ à mi-chemin entre Orlando et Miami, le temps n'a cessé d'alterner entre grosses averses de pluie et grand soleil. Malgré des vents moins violents, Dorian avait gagné en taille et restait très dangereux. Les météorologues ont peiné à prévoir la trajectoire exacte de l'ouragan. Une certitude, il s'est rapproché dangereusement près de la Floride du début de semaine à mercredi avant de longer la côte sud-est américaine et les États de Géorgie, de Caroline du Sud et de Caroline du Nord. Les 2 États de Caroline présentent le plus haut risque d'inondation avec de 13 à 25 cm de pluie et des vagues de 1,2 à plus de 2 mètres de haut attendues par endroits. Plusieurs millions de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer les côtes dans les régions menacées. Sur place, les habitants ont reçu la consigne de stocker de l'eau, des vivres et d'éventuels traitements de santé permettant de tenir au moins une semaine. Dorian n'est pas le premier ouragan aussi puissant à ravager l'Amérique centrale. D'autres noms sont bien connus des météorologues. Harvey, Irma, José, Maria. Entre fin août et fin septembre 2017, ces 4 ouragans de catégorie 3 à 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson, qui en compte 5, ont fait la une de l'actualité. Le mercredi 6 septembre 2017, l'ouragan Irma a ravagé les Antilles françaises. Les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont été complètement balayées par des vents d'une extrême violence. La République dominicaine, la Guadeloupe et Porto Rico n'ont pas été épargnés. Cet ouragan a été d'une puissance exceptionnelle, classé catégorie 5 sur une échelle qui en compte 5. Les Antilles n'avaient jamais vu un phénomène d'une telle intensité. Ces événements aux conséquences potentiellement dramatiques pourraient à l'avenir croître en intensité à cause du réchauffement climatique. Pour bien comprendre de tels phénomènes, répondons aux questions suivantes. Comment se forme un ouragan? Un cyclone, ouragan en Amérique, typhon en Asie, est un phénomène météorologique de forte intensité, caractérisé par des vents tourbillonnants, violents et des pluies intenses. L'échelle de Saffir-Simpson compte 5 niveaux pour décrire l'intensité des dommages causés par un ouragan sur les infrastructures matérielles. L'échelle de Beaufort, elle indique la vitesse du vent
et compte 12 niveaux. Chaque année, les régions tropicales sont victimes de ces violentes perturbations atmosphériques. Ces phénomènes tourbillonnaires de pression centrale très basse tournent dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud et dans le sens contraire dans l'hémisphère nord. Ils s'étendent sur 500 à 1000 km et leur centre, appelé œil du cyclone, est bien visible sur les images satellitaires. D'un diamètre généralement de 30 à 60 km, parfois même jusqu'à 150 km, cet œil est une zone d'accalmie, pas de pluie, vent faible. La zone autour de l'œil est constituée de cumulonimbus dont le sommet atteint 12 à 17 km d'altitude. Ce mur de nuages produit les effets les plus dévastateurs. Les vents y soufflent jusqu'à 300 km/h et les pluies y sont diluviennes. On a par exemple enregistré près de 2 mètres de précipitations en 24 heures à La Réunion, au passage d'un cyclone il y a plusieurs années. Les cyclones provoquent également des phénomènes maritimes très dangereux. Une houle longue générée par le vent et qui se déplace plus rapidement que le cyclone. Elle est parfois observée jusqu'à 1000 km à l'avant du cyclone. Et puis une surélévation anormale du niveau de la mer, connue sous le nom de marée de tempête, le phénomène le plus meurtrier associé au cyclone. Si la vitesse des vents autour du centre est impressionnante, le cyclone, lui, ne se déplace qu'à 20 ou 30 km/h en moyenne. Les conditions de formation d'un cyclone sont bien particulières. Pour qu'un cyclone se développe, la température de l'océan doit être élevée dans les 60 premiers mètres pour permettre une évaporation intense et des transferts d'humidité de l'océan vers l'atmosphère. Ce transfert est à son maximum à la fin de l'été, lorsque les eaux de surface atteignent les 26 degrés. Cette condition thermique est indispensable à la naissance et au développement du phénomène. Ainsi, il ne se forme généralement pas de cyclone en Atlantique Sud ou dans le Pacifique Sud-Est, où les eaux sont relativement froides. Pour la même raison, les cyclones s'affaiblissent rapidement en pénétrant à l'intérieur des terres où ils ne sont plus alimentés en eau chaude. La saison cyclonique s'étend habituellement de juin à octobre aux Antilles et de novembre à avril dans l'hémisphère sud, notamment pour les îles de Mayotte, Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la Réunion ou encore Wallis et Futuna. Autre interrogation, quelle est l'intensité de Dorian? Rétrogradé en catégorie 4 après avoir été classé en catégorie 5, la plus forte, l'ouragan Dorian a généré des vents d'une vitesse moyenne de 300 km/h. Certaines rafales ont même pointé à 360 km/h, relève Météo France, un niveau jusque-là inédit dans l'histoire des Bahamas, estime le Centre national des ouragans américains. Pour être classé en catégorie 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson, un ouragan doit avoir des vents d'une vitesse supérieure à 250 km/h. Les dégâts sont alors considérables, toits emportés, bâtiments détruits, évacuation jusqu'à 16 km à l'intérieur des terres. Est-ce un phénomène exceptionnel? Considéré comme l'une des pires tempêtes de l'histoire de l'archipel des Bahamas, Dorian est aussi le 5e ouragan de catégorie 5 à s'être formé dans l'Atlantique ces 4 dernières années, après Matthew en 2016, Irma en 2017, Florence et Michael, tous deux en 2018. Dorian néanmoins se classe parmi les 5 ouragans les plus puissants du bassin atlantique jamais répertoriés, le plus puissant étant Allen en 1980. Enfin, dernière interrogation, ce phénomène est-il appelé à se reproduire fréquemment? Plus que leur fréquence, c'est leur intensité qui inquiète directement en cause le réchauffement climatique. On s'attend dans un monde plus chaud à avoir des cyclones tropicaux plus intenses, et notamment sur les 3 aspects associés aux dégâts, les vents, les pluies et les eaux. Sur ces 3 aspects, le réchauffement climatique va avoir un effet amplificateur. Les simulations du climat pour le XXIe siècle indiquent que les cyclones ne devraient pas être plus nombreux. En revanche, les cyclones les plus forts pourraient voir leur intensité augmenter, corrobore Météo France. Jean-Noël Degrasse, chef de service à Météo France, ajoute qu'il devrait y avoir régulièrement de plus en plus d'ouragans majeurs qui pourraient même être au-delà de ce que l'on a connu. Les cyclones, au même titre que les inondations et les sécheresses, font partie des risques climatiques. Les sociétés sont vulnérables face à ces risques. La vulnérabilité désigne la fragilité des biens, des personnes ou d'un territoire. Elle dépend de leur capacité de résistance à un risque et la vulnérabilité varie d'une société à une autre en fonction de son développement. Ainsi, des séismes de magnitude 8 sur l'échelle de Richter ont fait 8700 morts au Népal en 2015, un pays où le PIB par habitant s'élève à 2443 $, et 200 morts au Mexique en 2017,
Un pays où la richesse par habitant, elle, se monte à 17 336 $. En clair, plus une société est pauvre et inégalitaire, plus elle est vulnérable. La méconnaissance du risque favorise les erreurs d'aménagement, telles l'urbanisation des zones très exposées. L'insuffisance des politiques de prévention et de gestion accroît la vulnérabilité et limite ce que l'on appelle la résilience, c'est-à-dire la capacité d'un individu, d'une activité, d'une société à s'adapter après une forte perturbation. Les pays faiblement développés sont donc très vulnérables. Entre 1995 et 2015, ils ont subi un quart des catastrophes naturelles, mais totalisé 90% des pertes humaines. Les dégâts matériels y sont moindres, mais la catastrophe accentue la pauvreté. Exemple, en 2013, aux Philippines, le typhon Haiyan a plongé près d'1 million d'habitants dans la pauvreté. L'industrialisation des pays émergents accroît les risques technologiques du fait de normes de protection moins strictes. Dans les pays riches, les dégâts matériels sont importants, mais la population est souvent assurée. Des dispositifs efficaces de prévention et de gestion des risques limitent le nombre de victimes et augmentent la résilience. Les pauvres de ces pays restent néanmoins plus vulnérables. Le 29 août 2005, le cyclone Katrina a frappé la ville de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, faisant plus de 1300 morts et des centaines de milliers de blessés. Les zones basses, davantage touchées par les inondations, sont habitées par les populations les plus pauvres. Alors que l'alerte a été donnée, certaines de ces personnes n'ont pas pu fuir les régions concernées, souvent parce qu'elles n'avaient pas de voiture. Après la catastrophe, ce sont les Américains les plus pauvres qui se sont ainsi retrouvés sans domicile. On estime que 1,2 million de personnes ont été tuées entre 2001 et 2015 dans 12 657 catastrophes d'origine naturelle. Le coût de ces catastrophes s'élève à 2100 milliards d'euros, soit autant que le PIB de la France. Pour finir, voici le top 5 des catastrophes les plus meurtrières de ces 20 dernières années. Le séisme et le tsunami en Indonésie en 2004 ont fait 270 000 morts. Le séisme à Haïti en 2010, lui, a totalisé 230 000 morts. Le cyclone Nargis à Myanmar, l'ex-Birmanie, compte pour sa part 140 000 décès. Le séisme en Chine en 2008 a totalisé 80 000 décès. Et le séisme au Pakistan en 2005, 75 000 morts. Quant au top 5 des catastrophes les plus coûteuses, le voici. Le tsunami, le séisme et la catastrophe nucléaire au Japon en 2011 ont fait 300 milliards de dollars de dégâts. C'est la catastrophe la plus chère de l'histoire. Viennent ensuite les cyclones Harvey et Irma aux États-Unis en 2017. Qui totalise 170 milliards de dollars de réparation. Le cyclone Katrina aux États-Unis, aux Caraïbes en 2005, pour sa part représentait 125 milliards de dollars de dégâts. Le séisme en Chine en 2008, lui, en a eu pour 85 milliards de dollars. Et le cyclone Sandy aux États-Unis, aux Caraïbes en 2012, totalise 70 milliards de dollars de réparation. Si les risques climatiques comme les cyclones sont liés aux aléas naturels, les risques technologiques sont dus à l'activité humaine et peuvent être diffus comme la pollution ou accidentelle. C'est précisément ce qui est arrivé en début de semaine en Californie. Au moins 25 personnes sont mortes dans l'explosion d'un bateau de plongée sous-marine. Le drame est survenu dans la nuit de dimanche à lundi, près de l'île de Santa Cruz, au large de Los Angeles. Le bateau, un navire de 22 mètres de long, aménagé pour des sorties en mer dédiées à la plongée, a coulé alors que les pompiers tentaient encore d'éteindre le feu. Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, le navire était entièrement la proie des flammes, a souligné lors d'une conférence de presse Bill Brown, le shérif du comté de Santa Barbara, chargé de l'enquête. Calciné jusqu'à la ligne de flottaison, le Conception, c'était le nom de ce navire, gît à présent sur une vingtaine de mètres de fond, à seulement 20 mètres de la côte de l'île de Santa Cruz, au large de Santa Barbara, son port d'attache. Il y avait jeté l'ancre à l'abri d'une crique pour passer la nuit. Au total, 39 personnes se trouvaient à bord, 6 membres d'équipage et 33 passagers. 5 membres de l'équipage qui étaient réveillés lorsque l'incendie s'est déclaré ont pu sauter par-dessus bord et ont été recueillis par un navire de plaisance présent non loin de là. Le reste des passagers dormaient vraisemblablement
au moment du drame. Aucune hypothèse n'était disponible à ce stade sur la cause de l'incendie. Outre l'enquête dirigée par le shérif, les autorités maritimes ont elles aussi lancé des investigations sur la catastrophe. D'après le site de son armateur, le Conception, construit en 1981, avait quitté Santa Barbara samedi à l'aube pour une excursion dédiée à la plongée sous-marine dans les îles voisines, une zone extrêmement touristique. Il devait rentrer à son port d'attache lundi en fin d'après-midi, jour férié aux États-Unis. Nous parlions la semaine dernière des naufrages de migrants qui se sont multipliés en Méditerranée ces derniers mois. Il faut savoir que la Manche est également une autre route maritime empruntée par les migrants pour rejoindre l'Angleterre. Ces traversées sont bien souvent périlleuses pour ces hommes, ces femmes et ces enfants qui prennent la mer sur des embarcations de fortune au péril de leur vie. Un nouveau drame a ainsi pu être évité il y a une quinzaine de jours. Depuis cette année, le nombre de traversées du détroit qui sépare la France de l'Angleterre a doublé. 1473 exilés ont tenté de rejoindre les côtes anglaises lors de 157 tentatives, contre 586 migrants pour 78 essais sur l'ensemble de l'année 2018, selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Dernier exemple en date, le 22 août dernier, les autorités maritimes ont intercepté 30 migrants, dont 10 enfants et un bébé à bord de 2 embarcations de fortune. Ils tentaient de traverser la Manche pour rejoindre la Grande-Bretagne. Malgré le plan d'action franco-britannique pour s'attaquer aux traversées irrégulières de petites embarcations, mis en place en janvier dernier, l'augmentation est restée lente mais constante. Ce qui est étonnant, ce n'est pas que le nombre de tentatives ait doublé en 2019, mais plutôt que ces traversées ne se soient pas multipliées plus tôt, remarque Laurent Giovannoni, responsable migration au Secours catholique. Depuis l'évacuation de la jungle de Calais en 2016, la situation sur le littoral français est figée. Souvent déboutés du droit d'asile en France, ces exilés sont prêts à tout pour tenter leur chance en Grande-Bretagne. Certains ont même essayé de traverser à la nage le bras de mer d'une trentaine de kilomètres entre le Cap Griné et Douvres. Vraisemblablement parti d'une plage du nord de la France, un Irakien âgé de 48 ans a été retrouvé mort le 23 août au large des côtes belges. Les conditions de vie déplorables sur le littoral français les poussent à prendre des risques, estime François Guénoc, vice-président de l'Auberge des migrants. Ils sont harcelés par les autorités. Toutes les 48 heures, leurs campements sont démantelés. De son côté, la préfecture met en garde les migrants qui envisagent de traverser la Manche, une des zones les plus fréquentées au monde et donc dangereuse pour la vie humaine. Pour faire face à ces traversées périlleuses et dangereuses, un plan zonal et départemental validé par le ministère de l'Intérieur a été mis en place, en liaison étroite avec la préfecture maritime qui a elle-même renforcé ses moyens de surveillance et d'intervention en mer. Pourtant, traverser la Manche serait moins dangereux que de se cacher dans un poids lourd ou un container, selon les associations. Beaucoup de traversées réussissent, ce qui incite les migrants à tenter leur chance. Si la météo est clémente et que l'embarcation a un moteur en bon état de marche, c'est le moyen le plus sûr de rejoindre l'Angleterre. Plus d'une centaine d'embarcations sont ainsi parvenues à rejoindre les côtes anglaises avec à leur bord 1109 migrants, tandis que 60 embarcations ont été interceptées par les autorités françaises, selon la préfecture du Pas-de-Calais. Ces traversées restent néanmoins marginales. Les tentatives de passage de la frontière par le port de Calais et le lien fixe transmanche, par dissimulation dans les poids lourds, restent de loin les plus nombreuses, assure la préfecture. Depuis le début de l'année 2019, plus de 9700 personnes ont été découvertes au port et 6000 sur le site d'Eurotunnel. La voie maritime serait empruntée majoritairement par des exilés d'origine iranienne et irakienne, arrivés plus récemment sur les côtes françaises. Sans solution face à un marché contrôlé par des Afghans, des Kurdes ou encore des Soudanais, des passeurs se sont mis à acheter des canots et à faire payer la traversée entre 5 000 et 8 000 euros. Pour améliorer la situation, l'association L'Auberge des migrants souhaite qu'un accord soit trouvé pour que les migrants puissent faire en France leur demande d'asile pour l'Angleterre. Au Royaume-Uni, le Brexit n'en finit plus de faire parler de lui. Le Premier ministre Boris Johnson a été désavoué mardi soir par une majorité de parlementaires opposés à une sortie sans accord de l'Union européenne. On fait le point sur la situation et sur les scénarios possibles à venir.
Que s'est-il passé mardi? Une majorité de députés britanniques a approuvé le principe d'une motion reportant le Brexit au-delà de la date butoir du 31 octobre, au cas où aucun accord avec l'Union européenne ne soit trouvé d'ici là. Les 247 élus travaillistes ont sans surprise voté pour, mais ils ont été surtout rejoints par 21 élus conservateurs qui seront expulsés de leur parti, faisant ainsi basculer la majorité. Ces élus craignent plus que tous ce fameux no deal qui aurait des conséquences inconnues et potentiellement dangereuses sur l'économie du pays. En réaction, Boris Johnson a menacé mardi soir de convoquer des élections anticipées. Alors, quelles sont les pistes à envisager? Les élus qui ont approuvé mardi la prise de contrôle des débats ont voté mercredi soir le texte de loi pour un report du Brexit en cas de no deal. Le Premier ministre britannique pourra soumettre au vote dans la foulée une autre motion pour rappeler les électeurs aux urnes. Ce mercredi, il a d'ailleurs proposé la date du 15 octobre prochain pour l'organisation de ces élections anticipées, sauf qu'il a besoin, pour qu'elles soient actées, d'obtenir une majorité de 2/3 des députés. Entre les travaillistes et les conservateurs, qui aurait le plus intérêt à de nouvelles élections? D'après les sondages, c'est le camp de Boris Johnson qui fait légèrement la course en tête avec une courte avance sur le Parti travailliste. De nouvelles élections pourraient donc permettre au Premier ministre britannique de retrouver une majorité plus solide sans les 21 élus qui lui ont fait défaut mardi. Mais l'issue d'un nouveau scrutin reste très incertaine. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, l'avance de Boris Johnson dans les sondages a régulièrement diminué. Et rappelez-vous Theresa May, l'ancienne Premier ministre jusqu'en juillet dernier, elle était partie victorieuse et elle a été contrainte de démissionner. Quant au leader des travaillistes, Jeremy Corbyn, il s'est dit prêt à soutenir le principe de nouvelles élections à condition qu'un report du Brexit soit préalablement voté. Autre interrogation, le Brexit aura-t-il toujours lieu le 31 octobre? Rien n'est moins sûr. La date effective et limite du Brexit était au départ fixée cette année au 29 mars, rappelez-vous, puis elle a été décalée au 31 octobre, mais les blocages avec l'Union européenne sont toujours là, notamment concernant le contrôle aux frontières entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Le vote de mardi n'arrête pas le Brexit, mais ça rend le no deal quasiment impossible. Il y a toujours une incertitude maximale avec 3 options sur la table: le no deal, même si ça devient beaucoup plus difficile, le Brexit négocié ou alors l'abandon pur et simple du Brexit. Le prochain Conseil européen, prévu à Bruxelles les 17 et 18 octobre, s'annonce particulièrement houleux. C'est à cette occasion que le gouvernement britannique pourrait être contraint de demander un nouveau report de l'échéance du Brexit, même si Boris Johnson s'est dit ce mercredi déterminé à respecter la date du 31 octobre. Le risque d'une sortie sans accord a augmenté, a souligné ce mercredi à la mi-journée la Commission européenne. Plusieurs chefs d'État ou de gouvernement, dont Emmanuel Macron, ont aussi régulièrement mis en garde le Royaume-Uni ces dernières années. Pas question de repousser une nouvelle fois le Brexit. Bref, les rebondissements dans ce dossier qui nourrissent l'actualité quotidienne du Royaume-Uni depuis plusieurs mois rappellent sans aucun doute le titre de ce fameux film sorti en 1993, Le jour sans fin, de Harold Ramis avec Bill Murray et Andy McDowell. Retour en France avec ce nombre, 101. Il s'agit du nombre de femmes tuées sous les coups de leurs compagnons depuis le début de l'année. Dans ce contexte, le Grenelle de lutte contre les violences conjugales a débuté ce mardi. Le Premier ministre Édouard Philippe a présenté à cette occasion les premières mesures dites d'urgence du gouvernement, point de départ d'une phase de concertation qui devrait s'achever le 25 novembre. À Paris et en province, des représentants des services de l'État, des associations, des personnels soignants, des élus locaux, des magistrats, des proches des victimes aussi, et des avocats échangeront sur les moyens à venir en aide aux victimes. On fait le point sur les mesures concrètes mises en place. Le gouvernement va mobiliser 5 millions d'euros pour créer à partir du 1er janvier 2020 1000 nouvelles places d'hébergement et de logement d'urgence destinées aux femmes victimes de violences conjugales, a annoncé le Premier ministre Édouard Philippe. Ces places qui s'ajouteront aux quelques 5000 existantes se déclineront en 250 places dans les centres d'hébergement d'urgence pour assurer des mises en sécurité immédiates et 750 places de logement temporaire pour des périodes comprises entre 6 mois et 1 an. Le gouvernement a également annoncé qu'il va généraliser la possibilité de porter plainte à l'hôpital pour les victimes de violences conjugales. Des procureurs référents spécialisés
dans les violences conjugales seront identifiés dans les 172 tribunaux de France métropolitaine et Outre-mer, et des chambres d'urgence seront expérimentées pour que les dossiers soient traités en 15 jours avec une meilleure articulation des différents acteurs judiciaires. La première expérimentation aura lieu à Créteil, dans le Val-de-Marne. Autre mesure, un texte de loi sera présenté à l'Assemblée nationale pour que le bracelet anti-rapprochement soit très largement mis en place dans l'année. Les juges pourront décider du déploiement de ce bracelet électronique en cas de condamnation pour violence conjugale, mais aussi avant toute condamnation dans le cadre d'un contrôle judiciaire et d'une ordonnance de protection. Enfin, Édouard Philippe a jugé urgent de protéger aussi bien les enfants que leur mère en réformant notre législation en matière d'autorité parentale. En cas de dépôt de plainte, le juge pourra suspendre ou aménager l'exercice de l'autorité parentale s'il juge son retrait pur et simple trop radical. La suppression du droit de visite et d'hébergement, la possibilité pour la mère de prendre les décisions de façon unilatérale tout en continuant à percevoir une pension alimentaire seront ainsi ouvertes. On ne peut pas opérer une scission artificielle entre conjoint et père, a relevé le Premier ministre, fustigeant cette assertion selon laquelle un conjoint violent ne serait pas forcément un mauvais père. L'autorité parentale sera suspendue de plein droit dès la phase d'enquête ou d'instruction en cas d'homicide volontaire par le conjoint, sans qu'il soit besoin d'une décision de juge, a ajouté le chef du gouvernement. Selon une enquête de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, près de 2% des femmes ont subi en l'espace de 2 ans des violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint. Un numéro d'appel d'urgence gratuit est en vigueur pour toutes les femmes victimes de violences, le 3919. Venise, la cité des Doges, est l'une des plus incroyables villes d'Italie, avec ses événements internationaux comme le Carnaval de Venise et ses innombrables musées, celle que l'on surnomme la Sérénissime ou encore la Reine de l'Adriatique, est l'un des principaux pôles touristiques du pays. Mais aujourd'hui, force est de constater que de nombreux dangers menacent la ville. Venise, ville menacée, ville en danger, c'est le grand angle de cette édition. Le premier de ces dangers d'origine naturelle est l'Aqua Alta, période d'inondation de Venise pour cause des marées entre l'automne et le début du printemps. Ce phénomène se produit lorsque le niveau de la mer Adriatique monte d'un cran. Lorsque ce phénomène a lieu, Venise se retrouve plus ou moins inondée. On considère que l'Aqua Alta est déclenchée lorsque la marée dépasse de 90 cm le niveau habituel. Le phénomène de l'Aqua Alta remonte à des temps immémoriaux. Les premiers documents qui font état de ce phénomène datent du VIe siècle, et oui, à partir de la fin du XIXe siècle, des données ont été recueillies pour pouvoir les étudier d'un point de vue statistique. En recueillant les données des années précédentes, on peut observer que la marée monte presque 100 fois par an, un chiffre en constante augmentation. Le phénomène est particulièrement fréquent en hiver et au printemps. Les plus grandes inondations jamais enregistrées ont eu lieu en 1966, lorsque le niveau de l'eau est monté d'1,94 m. En décembre 2008, comme ici sur la photo, l'eau a atteint 1,56 m de haut, un chiffre plutôt alarmant. Lorsque le niveau de la mer commence à augmenter, les sirènes donnent l'alerte et les autorités vénitiennes mettent en place des passerelles surélevées dans les principales zones de passage pour que les piétons puissent circuler. Ces jours-ci, les habitants de Venise n'oublient pas de mettre leurs bottes de pluie. Les premières zones inondées à Venise sont la place Saint-Marc, vous la voyez ici, et ses rues aux alentours, puisqu'il s'agit de la zone la plus basse de Venise. Alors, quelle solution face à ce danger? Pendant plus de 10 ans, le gouvernement local a travaillé sur le projet Moïse, qui consiste à installer un système de digues mobiles pour contrôler le niveau de l'eau. Ces travaux de génie civil pharaonique ne sont toujours pas achevés et ont été entachés par de nombreuses affaires de corruption. En milieu d'année 2016, l'UNESCO a contesté les résultats du projet au vu du manque de coordination entre les aspects culturels et naturels lors de la construction du système. En effet, l'organisme considère que cela pourrait entraîner des dommages irréversibles sur la lagune de Venise. Même si de nombreux visiteurs se réjouissent à l'idée de découvrir le phénomène de l'Aqua Alta, ces inondations sont très problématiques pour la ville et ses habitants. L'UNESCO a averti des effets négatifs de ce phénomène sur le patrimoine culturel de la ville, un patrimoine inscrit bien évidemment sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en péril. Autre grand danger, pas des moindres, le tourisme de masse, appelé aussi overtourisme.
Si celui-ci est une opportunité économique majeure pour la ville en termes de commerce et d'hôtellerie, il est de plus en plus rejeté par les habitants et peut constituer une menace pour l'avenir de la ville. Alors que Venise est passée de 180 000 habitants dans les années 1960 à 55 000 habitants aujourd'hui, le nombre de touristes a décuplé en un demi-siècle pour atteindre les 28 millions de touristes en 2019. La ville souffre indéniablement de touristophobie. La géographe Nassima Baron rapporte les propos suivants. À Venise, un véritable fleuve piéton parcourt chaque matin la ville vers le Rialto et la place Saint-Marc. Les ponts, zones d'étranglement des flux, créent l'engorgement. Une deuxième forme de saturation apparaît dans les monuments les plus visités, tels que le Palais des Doges. La troisième forme de saturation concerne les alignements d'hôtels le long du Grand Canal. Les Vénitiens expriment aussi leur désarroi devant une dépopulation en lien avec la gentrification et la muséification. Pour faire face à cet overtourisme, plusieurs mesures ont été mises en place. Depuis avril 2018, déjà, des portiques ont été disposés à des points stratégiques de Venise afin de gérer les flux de touristes. En cas d'affluence trop forte, ils sont fermés pour obliger les visiteurs à prendre un autre chemin, une façon de dissuader de venir à Venise à certaines périodes lorsque ce sont des journées noires. Il faut dire que Venise croule littéralement sous des vagues sans cesse plus fortes de visiteurs venus du monde entier. La Sérénissime accueille chaque année 600 fois plus de touristes qu'elle n'a d'habitants. Autre mesure annoncée l'an dernier, 30 000 tonnes de déchets par an liés au tourisme doivent être évacuées, alors que des affiches illustrant tous les comportements interdits dans tout ou partie de la ville sont diffusées en masse par les autorités locales, avec des amendes pouvant aller de 25 à 500 euros. Enfin, depuis janvier, les navires de croisière de plus de 96 000 tonnes n'ont plus le droit de parcourir le Grand Canal. Les habitants de Venise et l'UNESCO ont obtenu cette décision pour protéger la ville de l'érosion causée par les remous et de la pollution. Les croisiéristes y voient un risque de perte financière. Malgré cette dernière mesure, des incidents continuent de se produire. Dernier en date, le 2 juin, vers 8h30, le MSC Opéra, avec ses 2700 passagers, a heurté le quai de la gare maritime de Venise et prôné un bateau de taille beaucoup plus modeste. Par miracle, la collision n'a pas fait de victimes. En voyant le paquebot fondre sur lui, toutes sirènes hurlantes, l'équipage du River Kuntnes avait eu le temps d'évacuer les passagers et de larguer les amarres pour que le bateau ne s'encastre pas contre le quai. Les deux remorqueurs chargés de guider le paquebot dans le canal ont tenté de le ralentir, mais l'une des chaînes a sauté. Le responsable de l'opération a déclaré aux médias italiens que le MSC Opéra a eu une panne de moteur dont les causes n'ont pas encore été rendues publiques. La Sérénissime a tremblé et les images amateurs de l'impact ont fait le tour du monde. Les paquebots de croisière ont théoriquement l'interdiction de circuler dans la lagune de Venise depuis un décret pris en 2012 suite au naufrage du Costa Concordia qui n'a jamais été respecté faute d'alternative. Un plan adopté en 2017 par le gouvernement italien et les autorités locales devait limiter l'accès au canal de la Giudecca aux navires de moins de 55 000 tonnes. Au sud du centre-ville, le passage par la Giudecca offre aux croisiéristes une vue imprenable sur la place Saint-Marc que les bateaux effleurent à quelques dizaines de mètres du quai où ils sont amarrés. Espérons donc que toutes les mesures précédemment citées permettront enfin de protéger ce centre de Venise qui perd chaque année près de 1000 habitants. Du sport et un mot de football pour vous dire que l'Espagne s'est imposée jeudi soir face à la Roumanie de buts à 1 lors de la 5e journée des éliminatoires de l'Euro 2020. C'est la 5e victoire de la Roja en autant de sorties. L'Espagne a réalisé une première mi-temps de rêve en menant seulement d'un petit but à cause des miracles répétés de Tatarusanu, mais ils ont connu une fin de match tendue suite au carton rouge de Llorente à la 79e. Andone avait réduit l'écart quelques instants plus tôt après le but d'Alcácer au retour des vestiaires. 5e victoire en 5 matchs pour les coéquipiers de Sergio Ramos qui continuent leur sans faute. Même constat pour l'Italie, au stade républicain d'Erevan. La Squadra Azzurra s'est imposée face aux Arméniens 3 buts à 1 grâce à un doublé de Andrea Bellotti à la 28e et à la 80e minute et d'un but de Lorenzo Pellegrini à la 77e minute. Les joueurs de Roberto Mancini, le sélectionneur italien, poursuivent leur parcours parfait lors des qualifications de cet Euro.
Au cinéma, la sortie mercredi dernier d'un véritable chef-d'œuvre réalisé par Zabou Bretman, un film d'animation intitulé poétiquement Les Hirondelles de Kaboul. À l'été 1998, dans les ruines de la ville de Kaboul, capitale de l'Afghanistan, les destins d'un gardien de prison pour femmes et d'une artiste refusant de se soumettre au régime taliban vont se lier. Zabou Bretman signe là une adaptation surprenante et poignante du roman éponyme de Yasmina Khadra, un cri contre l'obscurantisme et l'oppression avec l'espoir pour écho à travers des aquarelles lumineuses et une technique cinématographique singulière, la rotoscopie, qui consigne à relever, image par image, les contours d'une figure filmée en prise de vue réelle pour en transcrire la forme et les actions dans un film d'animation. Ce procédé permet de reproduire avec réalisme la dynamique des mouvements des sujets filmés. Les Hirondelles de Kaboul, donc sorti mercredi. Et passons maintenant à votre programme télé de la semaine. Ce lundi à 21h, un très beau film sur TF1 intitulé Jamais sans toi Luna raconte le calvaire de deux parents séparés de leur petite fille après avoir été accusés à tort de mauvais traitements alors que l'enfant souffre en réalité d'angio-œdème bradykinique, une maladie orpheline héréditaire et rare dont souffrent environ 1500 Français qui provoque l'apparition de plaques violacées sur la peau et les organes internes faisant penser à des hématomes. Débute alors pour les époux un long combat pour démontrer leur innocence et surtout récupérer leur enfant placé en famille d'accueil. Ce film est porté par un casting de qualité, Alice Taglioni, Rod Parados et Chloé Jouannet dans les rôles principaux. Mardi à 22h25 sur Arte, un documentaire baptisé Iran-Irak, la guerre par l'image, nous replonge dans la guerre qui a opposé ces deux nations du Moyen-Orient de 1980 à 1988, conflit pendant lequel la République islamique d'Iran de l'ayatollah Khomeini a utilisé la photographie comme un instrument de propagande. Reporter de guerre iranien, Saïd Sadeghi y a contribué malgré lui, un témoignage rare et précieux sur la puissance des images. C'est sur Arte mardi soir. Mercredi, à l'occasion des commémorations du 11 septembre 2001 à New York, RMC Découverte vous propose à 20h55 un documentaire baptisé La Statue de la Liberté, géant à la française, qui permet un retour sur l'histoire de cette statue qui, du haut de ses 93 mètres, domine la baie de New York et attire chaque année plus de 4 millions de visiteurs. Près de 130 tonnes de fer forgé, 88 tonnes de cuivre et 27 000 tonnes de béton ont été nécessaires à son édification en 1886. Elle fut construite en France et offerte aux États-Unis en signe d'amitié entre les deux nations. Le sculpteur Auguste Bartholdi dessina le projet et fit appel à un certain Gustave Eiffel pour imaginer la structure métallique interne. Plus de détails mercredi soir sur RMC Découverte. Et ce soir, sur France 2, un film dramatique intitulé Les Figures de l'ombre nous replonge en 1961, alors que la guerre froide bat son plein et que les États-Unis pratiquent encore la ségrégation raciale. Trois femmes travaillent pour la NASA dans un service scientifique particulier réservé aux femmes de couleur, mais toutes les trois sont également brillantes et ambitieuses et prêtes à prouver à quel point elles sont compétentes. Elles tiendront une place à part dans la conquête spatiale. Tiré d'une étonnante histoire vraie, ce film de Théodore Melfi suit leur parcours dans une société bloquée dans ses principes. Le scénario est habile, les personnages très attachants et les comédiennes parfaites. Octavia Spencer a notamment été nommée aux Oscars. Et avant de refermer cette édition, place à notre photo de la semaine qui nous emmène dans les caves du Sénat, au Jardin du Luxembourg, à Paris, où une découverte pour le moins insolite a été faite ce mardi. Un buste d'Hitler, legs de l'occupation allemande, a été retrouvé dans les sous-sols de ce haut lieu du pouvoir législatif français. Le journal Le Monde a révélé que ce buste de 35 cm de haut, ainsi qu'un drapeau nazi de 2 mètres sur 3, sont conservés depuis la Seconde Guerre mondiale dans un bunker aménagé dès 1937 sous le jardin du Palais du Luxembourg, siège de la présidence du Sénat. Le palais a été occupé entre 1940 et 1944 par l'état-major général de l'armée de l'air allemande, la Luftwaffe, pour tout le front de l'Ouest, un secret enfoui depuis 75 ans que visiblement l'actuel président du Sénat, Gérard Larcher, ignorait. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle édition avec notamment un dossier consacré à une page importante de notre histoire,
Le 3 septembre 1939, la France entrait en guerre contre l'Allemagne nazie, c'était il y a tout juste 80 ans. Merci à tous pour vos innombrables messages de soutien, très bonne semaine et à dimanche.